Alors, les leçons de mai 68, qu'est-ce que ça a apporté et quel est l'état des lieux qu'on peut faire du féminisme aujourd'hui, 50 ans après? Vaste sujet. On va peut-être commencer déjà par mai 68. Donc en mai 68, brièvement pour me présenter, moi j'ai 25 ans. Donc je suis une jeune femme qui est mariée en instance de divorce et qui a 2 enfants déjà. Et je travaille depuis 10 ans. Alors pourquoi on travaille depuis 10 ans en mai 68 quand on a 25 ans? Quand on est l'aîné d'une famille ouvrière, on travaillait à 14 ans et demi. Ce que trop peu de personnes connaissent, c'est qu'à cette époque-là, il y avait 2 systèmes dans l'éducation. Il y avait l'enseignement court et l'enseignement long. Et quand on était enfant d'ouvrier, on faisait l'enseignement court. Et les enfants de milieux plus favorisés faisaient l'enseignement long. Donc moi je travaillais, en même temps je suivais des cours du soir parce que j'avais eu envie de continuer à m'instruire, parce que pour moi l'instruction, les connaissances étaient synonymes de liberté. Donc je continuais à travailler et j'allais en cours du soir. Et j'allais pas très loin de la Sorbonne, j'allais à l'Institut des sciences sociales du travail qui se trouve rue Cujas. Je voulais en réalité passer un diplôme pour être inspectrice du travail. Donc je faisais obligatoirement une année de droit à la fac de droit et à l'Institut des sciences sociales du travail. Et arrive mai 68. Alors il faut dire quand même que quelques années auparavant, je m'étais fortement inscrite dans différentes mobilisations et manifestations pour l'indépendance de l'Algérie, et je dirais pas contre la guerre, parce que différence entre le Parti communiste français qui lui faisait des manifestations contre la guerre et le Parti socialiste unifié dont moi j'étais membre, à ce moment-là, qui lui effectivement disait attendez, c'est pas seulement contre la guerre, c'est la question donc de la lutte contre la colonisation, comme la lutte contre l'impérialisme par rapport à la guerre du Vietnam, etc. Donc je m'étais engagée, moi, dans ces luttes auparavant, très tôt. Et donc, lorsqu'il y a eu, évidemment, le mouvement de mai 68, l'occupation de la Sorbonne, je me suis dit, ça y est, la révolution, on va la faire. Donc, je me suis tout de suite décidée à mettre mes enfants dans un lieu en sécurité où ils allaient en colonie de vacances, à prendre mes congés payés à mon travail, et j'ai dit je vais occuper la Sorbonne. Je suis allée à la Sorbonne, j'ai occupé la Sorbonne. Alors ce qui s'y passait était extraordinaire, évidemment. Ça, je dois dire que on n'a jamais revécu des moments pareils depuis cette époque-là. Et puis, à la Sorbonne, dans toutes ces événements où tout le monde se parlait, où on pouvait découvrir la vie sous toutes ses formes, et puis c'était un espace de liberté, c'était des fenêtres ouvertes vers le changement à tous les niveaux, parce que quand même la société était très hiérarchique, l'autorité était épouvantable, l'autorité du père, de la famille, avec des rôles très figés, et puis les conditions de travail étaient désastreuses. Il ne faut pas oublier quand même qu'on était payé à la semaine, la plupart du temps, dans les usines et les emplois de bureau, qu'il y avait quand même pas mal de grèves dans les années 67 avec occupation, ça on ne le dit pas assez. Donc les 9 millions de grévistes en mai 68, moi j'ai profité de ça et ça m'a permis de découvrir des mondes et d'aller beaucoup plus vite, évidemment dans la conscience que les choses pouvaient être très différentes. Et puis, je voyais bien quand même que dans la Sorbonne, nous les filles, nous les femmes, on n'était pas présentes dans le comité d'organisation. Il y avait une femme dans le comité d'organisation. On ne rédigeait pas les tracts, par exemple. On les tapait à la machine, les tracts, mais on ne les rédigeait pas. Et puis, qui s'occupait des enfants à la crèche? Les filles. Donc, effectivement, il y avait quand même un petit peu l'idée que tout de même, ça ne change pas grand-chose, ce qui se passe ici. À la fois ça change et en même temps ça perdure aussi. Donc il y a eu un certain nombre de femmes qui un jour ont décidé qu'elles iraient voir le copain qui s'occupait du planning. Et le planning était établi par une personne qui chaque jour notait les débats qu'il pouvait y avoir. Et tout le monde proposait des débats. Alors Anne Zelensky et Jacqueline Feldman, elles prennent quelques copines et elles disent on va aller demander à ce qu'on fasse un débat sur les femmes et la révolution. Ah bon? Ah bah oui, pourquoi pas. On va, tout ensemble, voilà, on va le voir, le copain. Ah écoute, vraiment, on voudrait bien parler de la Révolution, nous aussi, mais du côté des femmes. Ah bon, vous voulez faire un débat sur les femmes et la Révolution? Qu'à cela ne tienne, on vous inscrit sur le programme. Ah bon, d'accord. Quel amphi vous voulez? Voilà, l'amphi des cartes, très bien, tel jour. Et on a le débat qui est programmé. Donc on se donne les unes et les autres du courage. On arrive au débat, puis on se dit « Oh, t'inquiète pas, de toute façon, tu sais, ce débat-là, il n'y aura personne. Il ne faut pas s'inquiéter, on va y arriver, il n'y aura personne. »
Et on arrive au débat, et l'amphi était archi plein. Archi plein, on fait le débat. Et effectivement, ça a été formidable. Parce que moi, qui étais une jeune femme, je ne peux pas dire que, comment dirais-je, moi je me battais déjà beaucoup. J'avais un mari avec lequel je m'étais pas mal battue aussi par rapport à tous nos engagements politiques. Donc je n'avais pas le sentiment d'être vraiment une femme complètement dominée et opprimée. Cependant, j'avais quand même des réserves sur la société parce que bon, on m'avait fait entendre qu'en tant que fille, il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas. Puis je voyais bien que moi, qui m'étais mariée très jeune, bon, il fallait que je m'habille comme une femme, que je porte un sac de femme, mais il n'y avait pas non plus des discussions avec les filles plus jeunes que moi, puisqu'il y avait une séparation des générations réellement. Et puis bon, au niveau des vêtements, hein, on ne portait pas le pantalon. Une femme qui portait un pantalon, c'était une femme de mauvaise vie. Ça veut dire beaucoup de choses, une femme de mauvaise vie. Hein. Donc de fait, on voyait bien que les choses n'allaient pas bien. Et en fait, dans ce débat, ce qui s'est passé pour moi, c'est que tout à coup, j'ai réalisé que ce qui se disait tout haut, je le pensais tout bas depuis très longtemps. Donc en fait, on a été plusieurs à avoir cette réaction et cette sensation. Et qu'est-ce qui s'est produit là, à la Sorbonne? Eh bien, il s'est produit le fait que nous avons pris conscience que nous pouvions collectivement mettre en commun quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on a appelé après, par la suite, bon, l'oppression des sexes, c'est-à-dire les inégalités entre les femmes et les hommes, et que ces inégalités, elles ont une histoire, et que donc c'est structurel à la société patriarcale, et que ça ne vient pas comme ça de hasard. Donc pour moi, dans ce qui était le lieu de la révolution que nous étions en train de faire, j'ai découvert qu'il y avait une autre révolution qui était celle du féminisme, qui va évidemment se développer dans les années 70-1980. Avec toutes les luttes sur, évidemment, la possibilité de faire reconnaître l'avortement, d'abolir la loi de 1901 qui faisait que l'avortement était un crime et qu'il y avait encore une femme qui avait été évidemment guillotinée pour avortement, et puis des médecins. Et puis bon, j'ai participé évidemment au MBLAC, au mouvement de libération pour l'avortement et la contraception, et à toutes les luttes ensuite pour la reconnaissance du viol comme crime, ce qui était déjà quelque chose de très important, qui a été la porte ouverte à la lutte contre toutes les violences, dont les violences d'aujourd'hui par rapport au harcèlement sexuel, etc. quoi. Donc ça a été des années très très importantes, très fortes, parce que ça a permis aussi de découvrir des mondes, quoi. Et puis de changer radicalement les choses, parce que quand même ce qui s'est passé entre 70 et 1980, c'est que ce qu'on a fait en tant que mouvement féministe, ça a abouti à des changements de relations entre les femmes et les hommes qui ont été de vrais changements en 30 ans par rapport aux 3 siècles écoulés, quoi. Et aujourd'hui, bon, les relations sont tout à fait différentes. Enfin, quand on a évidemment l'âge que j'ai, on peut se rendre compte que moi j'ai connu 1965, où on ne pouvait pas évidemment toucher son salaire sans l'autorisation de son mari, hein, et aller retirer de l'argent à la banque. Eh ben, on voit bien les différences par rapport à la période, quoi, hein, c'est pas comparable. C'est un monde complètement différent. D'accord. Et aujourd'hui, donc 50 ans après, vous êtes quand même satisfaite de l'évolution qui a eu lieu grâce à vos mouvements? Oui, je suis satisfaite parce que, comme je viens de le dire, les rapports entre les femmes et les hommes ont changé. Bon. Les rapports entre les garçons et les filles, les rapports entre les parents, les enfants, bon, enfin je veux dire, on n'est plus du tout dans la même situation. C'est autre chose. En même temps, il est évident que si on se place du point de vue planétaire, puisque maintenant évidemment, avec la mondialisation néolibérale notamment, toute émancipation est planétaire, comme toute domination est planétaire, eh bien effectivement on voit bien que la question des inégalités entre les femmes et les hommes, elle est mondiale, et elle prend des formes différentes en fonction évidemment du pays, de l'économie, de l'histoire. Bon. Mais je pense qu'une situation ici, en France, alors au niveau national, c'est à la fois une situation complexe parce qu'à la fois elle repose sur le fait que nous avons des lois en France qui ont été promulguées pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On s'est assez battu pour ça, hein, les femmes féministes et les hommes qui l'ont accompagné. Donc des lois existent. Ces lois sont assez importantes. Malgré tout, malgré ces lois, effectivement, il y a d'abord un écart entre la réalité de la vie des femmes par rapport aux lois, c'est-à-dire qu'on a des lois formelles, hein, puisque émancipation juridique, mais en même temps, dans la réalité des faits, on est loin du compte. Hein, c'est-à-dire que
il y a un hiatus entre le juridique et puis la réalité des choses. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais en même temps, il y a aussi des possibilités de régression. C'est-à-dire que sur les régressions, peut-être que même les jeunes générations ne sont pas assez vigilantes. C'est-à-dire que les régressions, elles ne s'affirment pas, pour certaines d'entre elles, de manière évidente. Par exemple, je prends la question de l'interruption volontaire de grossesse, qui est un acquis fondamental, parce que pour moi, ça lie à la fois l'égalité et la liberté pour les femmes, la liberté de leur corps, la liberté d'exister à part entière. C'est-à-dire pas seulement sujet d'histoire avec un grand H, mais sujet de sa propre histoire avec un petit h, c'est les deux. Eh bien ça, c'est un vrai problème, la question de l'interruption volontaire de grossesse. Outre le fait, évidemment, qu'il y a toujours des forces réactionnaires qui essayent de le remettre en cause en faisant des manifestations, en empêchant les médecins de faire les IVG ou en empêchant les femmes d'accéder aux cliniques. Et, on le voit bien à Paris, notamment bien spécialement. Mais par exemple, quand on prend, et c'est là où on peut lier la question de la mondialisation néolibérale ou des structures actuelles avec des droits acquis et comment ça met en cause ces droits, quand on prend la question de la fermeture des hôpitaux, on sait que les avortements se font dans les hôpitaux et dans les maternités. Quand les maternités sont fermées parce que des hôpitaux sont fermés, on se trouve dans une situation où nous avons beaucoup de mal à, par exemple, faire en sorte que des filles qui peuvent profiter de la loi, parce qu'on peut faire une IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse, eh bien, quand l'hôpital est très loin, les rendez-vous sont beaucoup plus tardifs et parfois on a des situations, mais pas parfois seulement, souvent maintenant, on a des situations où des jeunes femmes ou des femmes adultes veulent faire une IVG et c'est de leur droit et elles ne peuvent pas parce que les rendez-vous sont beaucoup trop loin et les délais sont dépassés. Donc on se retrouve à la fois dans la situation où on est obligé d'aller emmener des femmes et des jeunes femmes en Espagne ou ailleurs, en Angleterre, pour faire des IVG alors que la loi en France existe. Vous voyez ? Et ça, c'est une forme de régression qui, si on n'est pas vigilante et si on ne fait pas attention, peut vraiment s'aggraver. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait bien que dans le panorama des hôpitaux, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui ferment. Et donc, de fait, on se trouve dans une situation où bientôt, on ne pourra plus permettre à des femmes de faire des interruptions volontaires de grossesse, donc des avortements, dans les délais. Ça, c'est une question... Et puis, il y a de nouveaux droits à conquérir. Alors là, je ne parle pas de la question du droit à la dignité par rapport à la question du harcèlement sexuel, pour lequel maintenant les jeunes sont très mobilisés, comme on avait commencé à l'être. Mais enfin, maintenant, elles ont mis en œuvre et mis en place un mouvement social organisé sur ces questions-là, qu'on soutient et dans lesquelles, évidemment, on est très présente. Non, là, je parle, par exemple, de droits qui concerne par exemple les femmes immigrées et les femmes réfugiées. Ça, c'est une vraie question parce qu'on est dans une situation où une femme migrante, et je parle là de la femme migrante qui vient dans le cadre de l'immigration familiale, la migration familiale, eh bien ces femmes, elles sont victimes d'une triple oppression. D'abord, parce qu'elles sont migrantes, donc elles n'ont pas les mêmes droits sur le sol français que les nationaux. 2, parce qu'elles sont des femmes et que par rapport évidemment à leur mari, elles sont dans une situation évidemment de soumission à l'homme, du fait même des inégalités entre les femmes et les hommes liées à la société patriarcale. Mais le troisième point, c'est qu'elles sont en même temps opprimées par le fait que les conventions bilatérales que passe la France avec les pays d'immigration, dans le cadre de l'immigration familiale, les conventions bilatérales reconnaissent que les femmes sont soumises au code de statut personnel des pays d'origine. Autrement dit, ce que nous avons découvert en tant que féministes il y a quelques années, dans le réseau féministe Rupture que j'anime, lorsque des enfants de ces femmes sont venus nous voir en nous disant « Madame, notre mère, elle a reçu un avis pour quitter le territoire et on ne comprend pas pourquoi elle est expulsée. » On a dit c'est pas possible. Pourquoi elle serait expulsée puisque elle est là régulièrement? Non, je vous assure, madame. Et on a regardé et on a découvert effectivement que cette femme avait été répudiée par son mari au consulat 3 jours avant et elle avait reçu un avis d'expulsion. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'existe pas en elle-même en France quand elles viennent. Elles viennent parce que le mari est là.
mais elles n'ont pas un statut en propre. Elles sont sur le statut du mari. Donc à partir du moment où il est dit dans la Convention qu'elle est gérée par rapport au code de statut personnel qui lui réfère à la question évidemment du fait que l'islam est religion d'État et qu'il y a un certain nombre de fonctionnements qui sont rattachés à ça, elle n'existe plus. Donc là, nous battons depuis un certain nombre d'années avec d'autres associations, parce que comme on est un réseau, on fait beaucoup de passerelles entre les différentes associations féministes et les associations féministes et généralistes avec les associations d'immigrés, entre autres, dans ce domaine. Eh bien, nous nous battons pour que la France retire des conventions bilatérales la mention que les femmes sont soumises au code de statut personnel des pays d'origine. D'abord parce que lorsque ces conventions ont été établies, elles ont été établies au moment des indépendances, puisque c'est avec les indépendances qu'on a les conventions bilatérales pour faire venir les immigrés. Mais ils n'étaient pas obligés, au niveau de la France par exemple, de mettre cette mention-là dans la convention. Ils n'étaient pas obligés, ils l'ont fait. Alors que c'est un texte, la convention bilatérale qui reconnaît le code de statut personnel des pays d'origine pour gérer la situation des femmes en France, c'est un texte qui date de la colonisation. Donc nous on dit, on veut d'une pierre deux coups. En retirant ce texte, cette mention, non seulement on donne aux femmes la possibilité d'être des égales par rapport à l'homme immigré, mais aussi on fait en sorte de se battre sur quelque chose qui a pour origine la colonisation française. Très bien. Par rapport à une petite actualité qui est le port d'une voile d'une représentante de l'UNEF. Ah oui. Mariam Pouchtou. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de votre point de vue en tant que femme et du point de vue du mouvement que vous portez avec Rupture? Est-ce que c'est anodin ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'avérer plutôt grave en fait dans le symbole et dans le message que ça porte? Il n'y a rien d'anodin dans les symboles. Jamais. Dans les symboles, il n'y a rien d'anodin puisque les images, les symboles, c'est ce qui permet à des jeunes en construction, garçons ou filles, de pouvoir se projeter dans une vie future et dans ce qui sera leur futur. Donc il n'y a rien d'anodin. Et ce message-là, il a deux axes particulièrement préoccupants. Le premier, c'est par rapport évidemment à la question des inégalités femmes-hommes. On sait très bien, nous les féministes, que la question du voile est un symbole de soumission. Voilà. C'est-à-dire retirer ce cheveu que je ne saurais voir parce qu'il est source d'excitation pour l'homme. Et évidemment, la chose qu'on peut dire, c'est que s'il y a une source d'excitation pour l'homme, c'est à l'homme de régler le problème. C'est pas en effaçant la femme ou en la niant que le problème se résout. Là, évidemment, il s'agit de cacher. Il s'agit de cacher ce qui est source d'excitation. Alors, évidemment, les femmes sont placées devant des choix draconiens, parce que ou elles se soumettent à ce qui peut leur faire croire être de l'ordre de la religion, ce qu'on essaye de leur faire croire, ce qui est faux, puisque la religion ne dit pas effectivement qu'il faut se voiler. Il n'y a que les interprétations du Coran, pour certains d'entre eux, au niveau des différents courants qui revendiquent ça. Et puis par ailleurs, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on perd de vue que dans toute idéologie, on peut dire, parce que la religion c'est une idéologie, on perd de vue qu'il y a des rapports de force et qu'à l'intérieur de ces idéologies, il y a différentes personnes qui se battent pour avoir le pouvoir. Et que donc là, le pouvoir, il s'acquiert sur le dos des femmes en l'occurrence. Donc c'est toujours le pouvoir entre hommes de toute façon. Mais en plus de ça, c'est en faisant en sorte que les femmes en soient les premières niées et condamnées. Parce que là, c'est la condamnation de la femme comme être humain. Ce n'est pas la condamnation d'une image seulement, puisque ça va beaucoup plus loin que simplement le fait d'être prise en photo et de porter un voile. C'est, outre le fait d'être le modèle ou le symbole pour la jeunesse, c'est aussi considérer qu'en tant qu'être humain, on peut revenir à des situations d'esclavage, parce que pour moi, le voile est une des formes de l'esclavage. C'est problématique aussi parce que, d'une certaine manière, ce qu'on oublie souvent, c'est que dès qu'il y a des relations de pouvoir, il y a des stratégies. Et ces stratégies, à l'heure actuelle, elles sont utilisées par des groupes religieux, des groupes intégristes, parce que pour moi, la religion n'est pas un problème en soi. Heureusement que nous sommes dans un pays laïque qui autorise à avoir une religion et même à être athée. Donc
c'est important pour non seulement la cohésion du vivre ensemble, et c'est important pour l'avenir de l'humanité. Donc revenir à des formes qui soient des formes d'esclavage ne fait du bien pour personne, ni pour les femmes concernées en priorité, mais ni pour l'humanité qu'on veut construire et qu'on veut donner à construire à nos enfants dans les symboles qu'on leur donne de résistance ou au contraire de combat. Donc moi je ne peux pas me contenter d'une décision qui sous-tendrait, soi-disant, le fait qu'une femme a été installée dans une prise de position de pouvoir, dans un syndicat, un parti ou ailleurs, et qu'au nom du fait qu'elle a la liberté, entre guillemets, de se voiler, eh bien ce serait une position féministe. Non, la position féministe de dire nous avons la liberté d'exister à part entière, ce n'est pas d'afficher sa soumission comme emblème justement de l'avenir de l'humanité. Et par ailleurs, un point que moi je considère très important, c'est que entre femmes, ou entre les femmes et les hommes qui se battent pour plus d'évolution dans l'humanité, nous avons toujours considéré que la question des solidarités était quelque chose de déterminant pour changer le monde. Si effectivement aujourd'hui des hommes et des femmes dans le monde se battent, et en France, dans les quartiers, partout, se battent pour que les filles n'aient pas à se voiler pour exister, c'est ceux-là et celles-là seules qu'on doit aider et être solidaires. Et ce n'est pas de ceux, au contraire, le represseur sur lequel il faut, au contraire, faire en sorte que de plus en plus ils aient les mains libres pour pouvoir continuer à opprimer les femmes. La question du voile, c'est une question de soumission, c'est une question d'infériorisation qu'on porte sur soi quand on est dans la rue ou quand on est évidemment dans toute activité. Donc elle est encore plus problématique quand on est dans une situation de pouvoir. Rien qu'au nom de ça, effectivement, on n'aurait pas dû mettre en place une femme, évidemment, qui porte le voile dans une fonction de responsabilité. Et alors pour terminer, de femme à femme, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Mariam Pouchtou? C'est pas du tout la même chose de femme à femme, hein, parce que de femme à femme, ça veut dire qu'on se côtoie. Je veux dire, bon, moi je rencontre très régulièrement des femmes dans la rue, ou je veux dire, autour de moi, il y a des femmes qui peuvent être voilées, avec qui, pour autant, je vais continuer à discuter. Et bon, de femme à femme, je lui expliquerai que, de mon point de vue, c'est-à-dire, c'est à elle de, évidemment, prendre sa décision et faire son propre chemin. Mais de mon point de vue, la solution n'est pas celle-là. Effectivement, bon, toutes, nous avons une part, je veux dire, de soumission au patriarcat. Toutes, même les femmes féministes les plus émancipées. Il y a bien quelque part des moments où on se dit, tiens là, ce que je fais est quelque chose qui ne va pas, quoi, par rapport à ce que je pense. Mais il ne peut pas y avoir d'analogie entre une discussion de femme à femme et une discussion collective, où on a des implications collectives. Bon, moi, en tant que réseau féministe Rupture, c'est évident que de toute façon, une femme voilée ne peut pas être membre du réseau féministe Rupture. Bon, c'est tout, mais c'est parce que, pour nous, le voile est l'affirmation d'une soumission et l'acceptation de cette soumission. Donc je pourrais discuter avec elle individuellement, comme d'ailleurs il nous arrive, bon, on reçoit des femmes qui viennent parfois nous voir pour demander des adresses par rapport aux violences. C'est fréquent, hein, on en a tous les jours au moins 8 ou 9. Ben, il est arrivé que ce soit des femmes qui étaient voilées et qui ne savent pas quelle position nous avons, hein, elles viennent. Ben, pour autant, je ne vais pas les renvoyer en leur disant « vous avez porté un voile, je ne vous reçois pas ». Non, on les reçoit et on leur explique qu'effectivement, nous sommes sur ces positions-là. Après leur avoir donné le renseignement qu'elles attendent de nous, on leur dit, de manière à ce qu'il n'y ait pas un jeu de dupes quand même, hein, que bon, elles savent que, bon, voilà, quelles sont nos positions. Parce que je pense que de femme à femme, ce qui est sûr, c'est que le féminisme, ce n'est pas une leçon de conduite, vous voyez? C'est-à-dire que chaque femme fait son chemin propre vers l'émancipation. Et on n'a pas à dire, toi non, tu n'es pas féministe parce que tu fais ça. Non, d'abord il y a des féminismes. Hein. Bon, voilà, il y a des féministes en fonction de son histoire, de ses origines sociales, enfin bon. Mais par contre, il y a un lot commun qui est que le système patriarcal, il est organisé de manière à pouvoir répercuter
et faire accepter aux femmes leur propre aliénation. Le véhicule de l'aliénation, c'est aussi l'aliénation à d'autres femmes qu'on donne comme modèle et à d'autres enfants. Parce que moi j'habite un quartier où des femmes sont voilées et des petites filles sont voilées, 8 ans, 7 ans, 5 ans. Donc ça, je veux dire, bon, non seulement le Coran ne demande pas que les femmes soient voilées, mais encore moins les petites filles. Et qu'est-ce que ça signifie comme avenir pour une petite fille que de savoir que c'est son seul horizon? Quand j'étais une femme de 25 ans, on savait que comme seul horizon, on avait le mariage. Et certains vous disaient le mariage ou la prostitution, hein, c'était l'un ou l'autre. Hein. Mais si aujourd'hui, le seul avenir d'une femme, c'est le voile et être à la maison et ne pas sortir et ne pas avoir de contact, quel avenir au monde? Quel avenir au monde on donne? C'est pour ça que je pense que les organisations syndicales, politiques, associatives de toutes sortes, qui ne voient pas ce danger, elles ont une réelle responsabilité dans le fait que donc elles vont accélérer et elles vont faire en sorte que ça se pérennise. Et ça, c'est de l'aliénation. Une époque, moi j'ai vécu toute une période où on disait, et notamment à la Sorbonne, que la religion était l'opium du peuple. Aujourd'hui, la religion, c'est presque le modèle, mais à travers l'asservissement des femmes, principalement. C'est donc bien que les femmes sont un enjeu de la recomposition du politique, étant un enjeu mondial du politique. C'est pourquoi d'ailleurs la question de l'émancipation des femmes est une question politique. Et c'est d'ailleurs ce que le féminisme a montré dans les années 70. La question du privé est une question politique, ce n'est pas une question sociale. Et ça, pour le moment, les organisations de gauche, d'extrême gauche, alors évidemment je ne parle pas de la droite parce qu'encore moins, mais elles n'ont pas du tout réalisé cet enjeu-là. Et je pense en plus, au niveau mondial et international, moi j'aime pas faire des analogies entre différentes périodes historiques, mais je trouve que c'est intéressant peut-être de décortiquer certaines choses. C'est-à-dire que dans toute période où il y a une transformation de société au niveau économique, il y a des enjeux, et ces enjeux, ils se sont toujours basés sur deux axes. À la fois le pouvoir au niveau économique et la maîtrise des femmes. Si on prend par exemple la période où on est passé donc, disons du Moyen-Âge au début de l'industrie, au début du commerce, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a fallu dominer les comptoirs marchands pour avoir le lieu de l'économie qui s'est développé par la suite, qui était le commerce. Ça s'est fait où? Ça s'est fait dans les pays du Moyen-Orient, et on a inventé les croisades. La religion catholique a fait les croisades pour avoir la maîtrise des comptoirs marchands. Bon, et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps au niveau de l'intégrisme catholique? Eh bien, ils ont mis les femmes, ils ont brûlé des femmes comme sorcières. Donc, vous voyez, il y a un enjeu qui était la maîtrise du nouveau économique mondial, hein, et il fallait maîtriser deux forces, et ils les ont maîtrisées. Et on est passé évidemment à un système économique différent. Et bien là, sans faire d'analogie, importune, il y a quand même un enjeu très proche. On passe dans l'économie mondialisée qui n'est pas encore installée, mais qui tout doucement s'installe. Et on sait que ça peut prendre 50 ans. On l'a vu quand même dans tous les processus de développement des modes de production. Et en même temps, tout à coup, on se rend compte que des femmes dans le monde sont là pour être soumises. Il y a bien un enjeu. Il y a un enjeu économique et en même temps, ça se fait sur les femmes aussi. Pourquoi? Ce serait intéressant de comprendre. Parce qu'il n'y a pas que les femmes voilées. Il y a les petites filles qu'on brûle dans le sud-est asiatique pour avoir l'héritage. Il y a les petites filles qu'on marie à 12 ans. Enfin, je veux dire, il y a la mondialisation, là, de l'oppression des femmes qui est visible aujourd'hui. Il y a les excisions, je veux dire, dans un certain nombre de pays africains. Ben voilà, quoi. On est dans... Là, on ne peut pas dire comme si on ne voulait pas voir. C'est pas possible. Hein. Elle est visible partout. Et donc, à côté de nous, encore plus réagissons.